D'abord, notre invité. L'intestin, avec sa flore microbienne et son système nerveux, serait l'un des maillons phares de notre santé et communiquerait en permanence avec notre cerveau. C'est le thème du livre de notre invitée, Francisca Joly-Gomez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes gastro-entérologue, professeur en nutrition, et ce livre justement devrait intéresser beaucoup les nutritionnistes et différents spécialistes qui travaillent sur les troubles digestifs divers. Ça s'appelle L'intestin, notre deuxième cerveau. C'est paru chez Marabout. C'est une notion qui commence effectivement, dont on parle de plus en plus, ce deuxième cerveau. Ça veut dire quoi, ce deuxième cerveau dans le ventre? On parle de deuxième cerveau, d'abord parce qu'il y a des similarités anatomiques. En fait, il y a plus de 200 millions de neurones dans l'intestin, tout au long du tube digestif. Et on sait que ces neurones vont avoir une fonction pour aider à la digestion, en aidant la motricité, mais vont aller même au-delà de ça, puisqu'ils vont envoyer des signaux généraux qui peuvent toucher donc d'autres organes, mais aussi le cerveau. Des neurones qui sont semblables à ceux qu'on a dans le cerveau? Exactement, on a des neurones qui vont être connectés entre eux et qui vont envoyer des neurotransmetteurs, donc des vrais signaux comme la sérotonine, comme dans le cerveau. Il y a un inconscient dans l'intestin? Alors là, c'est difficile de répondre à cette question, mais quand on voit que finalement l'intestin peut envoyer ces signaux et avoir une fonction directement sur le cerveau, on peut imaginer que certains troubles de l'humeur, certaines maladies neurologiques, même maintenant, peuvent trouver source dans l'intestin. Alors est-ce que justement ces nouvelles connaissances, cette nouvelle vision de l'intestin, ça permettrait de comprendre quelque chose qui touche énormément de personnes, qu'on appelle l'intestin irritable, qui fait souffrir vraiment beaucoup de personnes, avec des troubles digestifs, des ballonnements, enfin des tas de problèmes. Est-ce que ça pourrait faire évoluer cette pathologie? Cela fait considérablement évoluer. Pendant longtemps, les gastro-entérologues ont considéré un peu l'intestin irritable comme voilà, une maladie, même pas une maladie, quelque chose d'assez commun. Et on regardait les patients un peu avec un certain dédain en disant oui, ils ne sont pas vraiment malades. Maintenant, on se rend compte qu'il s'agit d'une vraie maladie avec des troubles, on parle même de neurogastro-entérologie, et donc ça ouvre en effet une porte diagnostique, thérapeutique dans cette maladie, en tout cas une considération pour le coup de ces patients qui étaient un peu laissés pour compte. Il y a aussi des relations plus étonnantes entre le... Alors c'est vrai que le psychisme, on sait qu'il intervient dans pas mal de problèmes, même la constipation, ne serait-ce que ça. Entre l'intestin et la dépression, par exemple, où on essaie de faire le lien un peu aujourd'hui? Le fait d'avoir fait des découvertes en effet sur l'intestin, mais aussi sur les bactéries qui composent l'intestin, ce qu'on appelle la flore ou le microbiote, où on a pour le coup des milliards de bactéries, on commence vraiment à s'interroger sur la relation entre cet écosystème bactérien, l'intestin, et le cerveau, et même des maladies neurologiques. Alors la dépression, maintenant on s'intéresse en effet à est-ce qu'il y a un lien avec l'intestin, mais par exemple aussi la schizophrénie et la maladie de Parkinson, qui pourtant sont des maladies initialement considérées comme uniquement neurologiques. On sait par exemple que si on étudie les neurones de l'intestin, les anomalies qu'on retrouve au niveau des neurones intestinaux précèdent les anomalies finalement cliniques que l'on peut voir comme le tremblement. Donc on pourrait éventuellement avoir des diagnostics précoces de certaines maladies? Exactement, notamment dans la maladie de Parkinson, on peut imaginer qu'en faisant une biopsie intestinale lors d'une coloscopie, dans les années à venir, on pourra faire un diagnostic très précoce de la maladie. Et pour le coup, on sait que dans cette maladie, les traitements, plus ils sont précoces, plus ils sont efficaces. Donc on a là des pistes diagnostiques et probablement des pistes thérapeutiques dans d'autres maladies chroniques. Vous parlez beaucoup des neurones qui sont présents, effectivement, très nombreux dans l'intestin, mais si on suit votre raisonnement, toutes les parties du corps ont des neurones. Dans les muscles, enfin, chaque fibre musculaire est reliée par une plaque motrice, à un nerf, à un neurone. Donc, à la limite, finalement, l'intestin, il aurait des relations avec le cerveau, mais il aurait des relations avec tout le reste du corps. Exactement. En fait, la grande découverte ou nouveauté, c'est de considérer maintenant, non pas l'intestin comme un organe, on va dire, juste digestif, mais de voir quelles sont les relations qu'il peut avoir avec d'autres secteurs, d'autres parties du corps. Et on parle là beaucoup des neurones, mais je dirais qu'il faut considérer en fait l'ensemble. Il y a vraiment un dialogue entre ces bactéries, ce microbiote, la paroi de l'intestin qui est composée des neurones, mais aussi de muscles, et le reste de l'organisme. En plus, l'intestin parle.
L'intestin parle. Ah. L'intestin On l'entend de temps en temps. On l'entend pas toujours. Pas toujours. On l'entend de temps en temps. Dans votre livre, il y a beaucoup de témoignages de patients. Oui. Pourquoi Alors, on a, en tant que médecin, des relations souvent privilégiées avec les chercheurs, ce qu'on appelle la recherche translationnelle, pour essayer d'avancer. Et en fait, on se rend compte que finalement, ceux que l'on entend le moins, ce sont souvent les patients. Les concernés. Alors que ce sont les premiers concernés. Et je pense que plus on va expliquer les choses, plus la médecine va avancer, mais on a besoin en fait d'un dialogue qui se fait à trois, les médecins, les chercheurs, mais surtout les patients, et il faut entendre ces voix. Merci beaucoup. L'intestin, notre deuxième cerveau, professeur Francisca Joly-Gomez, c'est vraiment le début d'une nouvelle vision de cette spécialité. C'est paru chez Marabout. Merci beaucoup. Merci.